J'ai constaté effectivement que je n'ai jamais payé autant pour un plein. Voilà. Donc je pense que voilà, je suis pas le plus à plaindre et j'imagine les gens qui sont obligés d'utiliser leur voiture tous les jours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Midi News. Avec cette question, le gouvernement prend-il les Français pour des pigeons ? Non, le gouvernement ne vous donnera pas un sou. Routier, autocariste, taxi, infirmière libérale, aide à domicile, VRP, vous tous qui payez entre 2 € et 2,40 € le litre d'essence ou de gasoil, vous qui avez besoin de votre voiture tous les jours, vous qui parcourez 300 km quotidiennement, qui avez peut-être été engagé d'ailleurs, sous la seule condition d'avoir une voiture et de pouvoir s'en servir tous les jours pour travailler. Non, vous n'aurez pas d'aide, en tout cas pas tout de suite. Pas d'aide, pas 1 € puisé dans les finances publiques, pas 1 € puisé dans les taxes sur les carburants, qui pourtant, rappelons-le, représentent 60% du prix. La seule manne qui pourrait servir, c'est les surplus fiscaux sur le carburant. Mais combien représentent-ils ces surplus fiscaux ? Personne ne sait. Non, le gouvernement, dans sa folie de la décarbonation, vous propose en revanche autre chose, l'allocation d'une voiture électrique. Ben voyons, une voiture électrique, avec quelle autonomie ? Pour aller où ? À quel prix aussi, vu le prix d'achat des voitures électriques ? Le diable se cache dans les détails. La voiture électrique en France, c'est moins de 5% du parc automobile. Personne n'en veut. Les marques premium s'en mordent les doigts. Baisse de vente record chez des constructeurs connus. Comment proposer une voiture électrique en substitution de votre bon vieux Kangoo diesel qui vous mène partout ? Quand est-ce que le gouvernement va ouvrir les yeux ? On vous dit pas de pénurie, alors que nos équipes en Mayenne le constatent bel et bien. Il n'y a plus de diesel dans certaines stations et les gérants de stations ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être réapprovisionnés. À quand un sursaut sur les carburants ? Nous poserons la question dans ce Midi News. Mais d'abord, les toutes dernières informations avec Margot Siffer. Bonjour Margot. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Les carburants au menu d'une réunion ce matin à Matignon. 3 leviers pour faire face à la crise. Réponse d'urgence, électrification et plan de sobriété. Élargir les aides ciblées n'est pour l'heure pas prévu, confirme le gouvernement, qui ne ferme toutefois pas la porte à d'éventuels soutiens dans les prochains jours. Et dans le même temps, les routiers à nouveau mobilisés ce matin contre la hausse des prix du carburant. Opération escargot en ce moment même à Toulouse avec une centaine de véhicules qui entrent sur le périphérique. Des perturbations sont à prévoir. Et puis, nouvelles attaques israéliennes cette nuit à la fois dans le centre de Beyrouth et le sud de la capitale libanaise. Le responsable militaire du Hezbollah pour l'Irak a été tué. Un terroriste de haut rang également éliminé. Merci beaucoup Margot Siffer, à tout à l'heure pour d'autres informations. Nous sommes entourés aujourd'hui de Jean-Christophe Gallien. Bonjour Jean-Christophe. Régis Le Sommier. Bonjour Régis, qui est donc le patron d'Omerta et qui est journaliste évidemment, observateur. Bonjour Alexandre Devecchio, qui est là aussi pour commenter l'actualité. Nous serons rejoints par Élodie Huchard du service politique de CNews dans un instant, Dora Abdelrazik également du service international, pour évoquer cette affaire qui va nous prendre beaucoup de temps dans ce Midi News, mais cette affaire c'est l'affaire de tous. Vous l'aurez compris, le carburant que vous peinez à trouver, qui a largement dépassé les 2 €. L'entreprise Total qui cape à 1,99 €, 2,09 € pour le gasoil, a décidé de reconduire cette aide de Total donc jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 7 avril. En attendant, cette réunion à Matignon avec 30 ministres, il a fallu 30 ministres pour faire cette réunion et pour accoucher de quoi ? De voitures électriques. Voilà, on va vous substituer votre Kangoo, votre Clio, votre petite Ford ou votre petite Peugeot contre une voiture électrique qui va avoir une certaine autonomie. Alors si on puise dans les petites voitures électriques, je ne vais pas vous faire on n'est pas dans l'émission Automoto là, mais bon, les petites voitures électriques, quand même, l'autonomie, c'est généralement moins de 200 km. Et puis, si vous n'êtes pas trop passionné par l'éco-conduite, ça va descendre encore plus. Réunion de crise, je vous le disais, donc à Matignon, autour de la porte-parole du gouvernement qui cumule les fonctions de ministre de l'énergie, Maud Bréjon, qui s'est exprimée. Dans une grande incertitude, dans une grande volatilité des prix. Et nous admettons sans difficulté ne pas tout contrôler. En revanche, notre responsabilité, notre devoir, c'est de se préparer
à tout. Et c'est vraiment le message qu'a passé le Premier ministre durant cette réunion à l'ensemble des membres du gouvernement, se préparer à tous les scénarios, des scénarios où le conflit dure, des scénarios où la crise énergétique s'intensifie, et mieux vaut donc être préparé. Voilà, on gardera un mot quand même de cette intervention de Maude Bréjon qui est le mot incertitude. Jean-Christophe Gallien, vous êtes incertain vous-même? Nous, on est tous incertains autour de cette table, y compris, on en reparlera tout à l'heure, Régis, Donald Trump aussi, il est un peu incertain aussi. Moi, je suis moins certain que vous que certains soient incertains. Voilà. Il y a des gens qui savent à peu près où ils vont. En tout cas, je fais partie de ceux qui pensent ça, notamment côté américain. Là, j'ai plus de sentiments d'incertitude liés au fait qu'on me renvoie de l'incertitude. C'est-à-dire que quand un gouvernant renvoie cette incertitude, à la fois c'est preuve de sérieux, certainement, mais il faut faire attention dans une période effectivement où nous-mêmes on est très incertains par rapport aux équilibres politiques dans le pays. En plus, si on nous raconte que le gouvernement lui-même est un peu incertain dans sa capacité de stabilité, il est incertain dans les politiques qu'il veut mener, là c'est de plus en plus compliqué. Alexandre Devecchio, c'est comment est-ce qu'on peut montrer au public, quand on est un responsable politique, qu'on est incertain, alors que les Français, ils sont tout à fait certains. Ils sont certains qu'ils vont aller au boulot tous les jours, qu'ils sont certains d'avoir besoin de leur voiture, et ils sont certains que la pompe à côté de chez eux, alors je ne parle pas forcément de Paris, mais je parle de la Mayenne, du Vaucluse, de différentes régions de France, mais ils sont certains que la pompe, elle n'a pas d'essence, en fait. Non, vous avez raison, mais le gouvernement, c'est un peu comment faire compliqué quand on pourrait faire simple. En réalité, il y a une mesure simple à prendre, c'est la baisse des taxes, au moins à un niveau où l'État ne s'enrichirait pas, puisqu'il a voté un budget, l'État. Donc là, il va y avoir des rentrées supplémentaires. On pourrait tout simplement décider que il n'y aura pas de rentrée supplémentaire, on baisse les taxes juste au niveau pour que les Français en bénéficient et sans que l'État fasse... Ce qu'on a fait en Italie, ce qu'on a fait en Suède, ce qu'on a fait en Espagne. C'est un dispositif assez simple qui permet de lever toutes les incertitudes. Or, le gouvernement n'a pas l'air de vouloir faire ça. Bon, il préfère la politique du chèque qui, je pense, va coûter plus cher après. Ne serait-ce que d'envoyer des chèques, ça coûte... Oui, mais on a vu ce que ça a donné. Ça coûte cher. C'est ça. Et donc, je crois en plus que je pense qu'ils veulent pas baisser la taxe parce que d'une part, ils ont peur de ne pas pouvoir les remonter ensuite, et puis parce que finalement, ils se disent que baisser les taxes, ça coûterait plus cher à l'État que de faire des chèques au coup par coup. Mais je crois pas parce que ça va avoir un impact sur la croissance. On peut être sûr de quelque chose, c'est que ça aura un impact sur la croissance. Alors, et à partir du moment où ça a un impact sur la croissance, il y a moins de rentrée fiscale pour l'État. En tout cas, les représentants des automobilistes sont vent debout. Yves Cara est avec nous. Bonjour, vous êtes porte-parole du Mobilité Club France. Comment est-ce que vous réagissez à cette prise de parole du gouvernement ? Écoutez, ils ont moins la franchise de dire qu'ils ne maîtrisent pas tout. Ça, c'est vrai, c'est pas rassurant quand on a un leader qui commence à douter. Mais je dirais que dans l'urgence, il faut que nous, dans un premier temps, à très court terme, en tant qu'automobilistes, on va dire français, on trouve des solutions pour amortir cette augmentation. Alors avec la conduite, avec pourquoi pas le covoiturage, un bon entretien de la voiture, peut-être ne pas prendre la voiture sur les trajets où on peut s'en passer, peut-être essayer les transports en commun, c'est peut-être moins pratique, mais c'est peut-être le moment. Puis sur le très long terme, il faut vraiment que les politiques, parce que là on est dans l'urgence, et on dit la solution ça va être l'électrique, c'est pas vrai. C'est le mix énergétique c'est le mix énergétique qui sera la solution dans le très long terme, que l'Europe soit indépendante, dans le très long terme, et l'électrique en fera partie, c'est vrai, mais on risque de faire la même erreur, d'être dépendant à 100% du pétrole et d'être dépendant ensuite à 100% de l'électrique, avec toutes les incertitudes, peut-être l'approvisionnement en uranium compliqué pour certaines centrales ensuite, ou les terres rares. Donc un peu de bon sens paysan, ne mettons pas tous les œufs dans le même panier, mais on aurait dû le commencer avant, et pour être dans 10-20 ans, dire à nos enfants, vous savez, on va beaucoup moins polluer, on sera en indépendance énergétique, on ne dépendra de personne en Europe, et ça, ce sera vachement bien. Alors justement, comment est-ce que vous comprenez ce dispositif gouvernemental qui dit vous pourrez louer des voitures électriques ? Parce que au moins on a été clair avec le patron des camions fréquins qui louent énormément, qui ont des flottes de camions qui louent ensuite à des transporteurs, où là effectivement on peut faire des switches, et ils nous l'ont dit l'autre jour dans cette émission, on peut faire des switches sur une semaine, 2 semaines, jusqu'à ce que la crise se passe. Mais là on imagine mal le gouvernement, j'allais dire,
affréter une flotte magique de voitures électriques qui tout d'un coup seraient livrées par les usines Renault ou les usines Peugeot-Citroën pour mettre à disposition tout d'un coup des voitures électriques pour tous ceux qui n'arrivent plus à réapprovisionner leur voiture thermique. Alors, c'est un petit peu déjà le schéma avec le leasing social. Hein, voilà, l'État prend. Non, mais le leasing social, pardonnez-moi Yves Cara, c'est quand vous achetez votre voiture. Mais là, d'après les informations qu'on a, il pourrait y avoir cette possibilité d'avoir une voiture là à la demande un petit peu pour pallier votre problème. Ça a l'air totalement impossible. Rien n'est impossible, on donne une voiture électrique et puis on essaie d'aller se recharger sur des bornes, pourquoi pas, ça peut être une solution transitoire, mais bon, qui va les acheter? Le gouvernement, qui va les prêter? Les entreprises? Est-ce qu'elles les ont en stock? Et peut-être que Renault et Stellantis seraient très contents d'avoir cette manne financière, parce qu'il faudrait quand même le financer. Pourquoi pas? Toute solution sur le court terme peut être bien, mais je rappelle quand même qu'avoir une voiture électrique sans recharge à domicile, d'abord, ça coûte cher parce que quand vous rechargez sur des bornes de forte puissance, c'est comme si vous aviez une voiture thermique qui consommait 6 à 7 litres. Il faut le savoir quand même. Oui. Il y a les inconvénients sans les avantages. Merci beaucoup Yves Cara d'avoir été quelques instants avec nous, porte-parole du Mobilité Club France. Régis, vous avez fait votre plein, vous, ce matin? J'ai fait mon plein il y a 2 jours. J'étais presque. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, j'ai constaté effectivement que je n'ai jamais payé autant pour un plein. Voilà. Donc je pense que voilà, je suis pas le plus à plaindre et j'imagine les gens qui sont obligés d'utiliser leur voiture tous les jours, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais on est quand même, pour revenir sur la notion d'incertitude, ces mesures un petit peu à la va-vite, on nous avait annoncé au début du conflit, le 28 février, je m'en souviens très bien, que la France avait pour 6 mois de stock. Bon, il ne s'est pas passé 6 mois, il s'est passé 1 mois, donc il nous reste encore pas mal de stock. Maintenant, sur la question, le pétrole français ne provient très très peu du Moyen-Orient, il provient essentiellement d'Afrique, des États-Unis. Enfin, il y a voilà, pas d'endroit où c'est bloqué, mais en tout cas, la question du détroit d'Ormuz, si elle se prolonge, là, on est vraiment on va rentrer dans le dur. Je lisais ce matin que il y a un pétrolier qui est arrivé en Angleterre cette nuit, qui est le dernier pétrolier à approvisionner l'Angleterre depuis le détroit d'Ormuz. Donc ça veut dire que voilà, ces pétroliers ont chargé leur pétrole, ils ont pris 1 mois pour voyager et ils arrivent à destination et après il n'y a plus rien. Donc et pour le détroit d'Ormuz, encore un chiffre, en temps ordinaire, ce sont entre 130 et 140 navires qui passent dans les 2 sens tous les jours. Depuis le début du mois, pour la totalité du mois de mars, il y en a eu à peine 100. Donc ça vous donne l'idée, 100 pour 1 mois contre 130 ou 140 normalement par jour. Fatalement, à un moment, on va être à sec. Ça va être. C'est le cas de le dire. Voilà, on va être à sec, ça va être le. C'est mathématique. Ça va être le cas. Et Maud Bréjon, d'ailleurs, quand même, pour certaines professions, ouvre, j'allais dire, entrebâille la porte. On l'écoute. Elles tiennent, je dirais, en 3 axes. D'abord, il y a les réponses d'urgence. Et les réponses d'urgence qu'on a commencé à déployer, je vais y revenir. Les réponses d'urgence, il y a deuxièmement l'électrification, avec la présentation du plan d'électrification qui sera mis en avant la semaine prochaine. Et troisièmement, il y a une réflexion autour de la sobriété, avec l'État en première ligne, qui doit donner l'exemple. On entend les difficultés que peuvent avoir les métiers du soin, je pense aux infirmières, je pense aux aides à domicile. On ne s'interdit pas et on ne ferme pas la porte à d'éventuels soutiens dans les jours à venir. On n'est pas plus avancé, Jean-Christophe Gallia. Regardez la forme de cette conférence de presse, elle est dos au mur. Elle est vraiment dos au mur. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas se retourner, faire un mouvement, s'échapper. On a le sentiment qu'elle a envie de s'échapper. C'est comme ça dans de tous sa les points responsabilité. Presse, non, parfois il y a un peu plus d'espace. Parfois il y a un peu plus d'espace. On sent quelqu'un moins engoncé. Donc clairement là, il y a une vraie difficulté. Elle parle d'extrême vulnérabilité. Les solutions qui sont proposées sont terrifiantes. L'électrique, c'est peut-être dans 6 ans, 10 ans, on ne sait même pas comment. Ouais. Le bon sens près de chez vous, ne prenez pas trop votre voiture. Non, mais vous vous rendez compte, on a besoin de Maud Bréjon, d'un gouvernement pour nous expliquer ça.
On essaye de vendre une technologie qu'on a essayé de vendre depuis de nombreuses années. Les voitures électriques sont chères, elles coûtent entre 10 et 15% de plus. Elles ont entre 10, 15 et 30% de moins d'autonomie. Elles sont plus lourdes. Et vous avez dit qu'elles ne sont pas disponibles. Comment on peut croire qu'on va prêter des voitures, louer des voitures comme ça dans la foulée? Après, on va vous dire, mais attendez, faites attention, ce week-end ne partez pas. C'est le week-end. Ça n'est pas réaliste, ça n'est pas sérieux. On ne vous parle même pas de ce qui va venir après derrière, parce qu'on parle du pétrole là tout de suite. Bien sûr que le pétrole, même si on ne dépend pas du Hormuz, on dépend d'un marché. C'est ça. Et les marchés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? On dit on price dans le jargon, c'est-à-dire qu'ils mettent un prix qui correspond à l'incertitude dont vous parliez tout à l'heure. Mais ce qui est pas du tout incertain, c'est le gaz l'hiver prochain. Ça, on sait qu'on va le payer plus cher. L'inflation, parce que vous dites, oui, le plein, c'est le plus cher. Mais si vous allez faire vos courses aujourd'hui, alimentaires, par exemple, ne serait-ce que ça, vous voyez que votre caddie est le plus cher que vous ayez jamais payé aussi. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas d'inflation. En réalité, elle repart aussi. Donc, on attend le gouvernement là-dessus et pas sur des pseudo-solutions qui sont jetées après que 30 personnes aient peut-être pris un café, bien déjeuné et sur un coin de table et dit « Ah, ça serait pas mal qu'on prenne l'électrique. On a échappé au vélo. » On aurait pu nous dire « Mais on va tous vous financer un vélo pour que vous puissiez faire vos 30 km par jour en vélo. » Non, c'est pas sérieux. Élodie Huchard, bonjour d'abord et merci de nous rejoindre. Je sais que vous avez beaucoup de travail avec ce point presse de Maude Bréjon. En fait, la question, c'est elle est allée un peu au casse-pipe, Maude Bréjon, avec ce point presse. Oui, parce qu'en réalité, on voit bien qu'il y a un certain nombre de réponses qui ont été déjà apportées. Pour le reste, elle-même, elle est honnête. Alors, comme le dit souvent le gouvernement, toutes les pistes, finalement, sont sur la table. Ce que ça veut dire concrètement pour les Français, c'est qu'on réfléchit, mais que les solutions ne seront pas pour demain matin. On voit que, par exemple, les métiers du soin, ils l'ont identifié comme étant des professionnels qui ont besoin de se déplacer. On peut y réfléchir. Pourquoi pas? Quelle aide? Quand? Évidemment, on n'en sait rien. En réalité, le gouvernement est forcément coincé. Après la première série d'aides qui avait été apportée, ils savent très bien que s'ils ouvrent, entre guillemets, la brèche à d'autres métiers, tout le monde va évidemment demander son aide. Donc c'est très dur quand les caisses sont vides de satisfaire tout le monde. Deuxièmement, quand on entend Maude Bréjon parler de solutions sur le plus long terme, évidemment, elles sont bienvenues, mais je prendrais fort le pari que, comme d'habitude, dans une situation de crise, on nous explique qu'on va réfléchir pour réduire notre dépendance, on va nous expliquer qu'on va aller vers l'électrification, etc. Pourquoi pas? En période de crise, on y pense tout le temps. Entre deux crises, on oublie. Et quand la crise d'après arrive, on en est toujours au même point. Des conférences de presse comme celle-ci, en réalité, au moment de la guerre en Ukraine, par exemple, on a eu exactement les mêmes. Qu'est-ce qui a changé depuis? Pas grand-chose. Alors, en tout cas, nos équipes en Mayenne, Tancred Guillotel, ont remarqué que certaines stations d'essence en Mayenne n'avaient plus d'approvisionnement, notamment en gasoil. Et on sait que le parc automobile est encore très, très, très gasoil, notamment en zone rurale. Et bien, Maude Bréjon dit qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Nous n'avons pas, à l'heure où on se parle, de problème d'approvisionnement. Pour autant, si ces problématiques d'approvisionnement, même minimes, venaient à se présenter devant nous, alors nous devons être prêts à avoir réfléchi à un certain nombre de mesures qui permettent d'économiser l'énergie consommée et spécifiquement le carburant. Je n'ai pas d'annonce à vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre, là encore, a été très clair. L'État doit être en première ligne, l'État doit donner l'exemple. Et c'est donc à chaque ministre, évidemment en lien avec ses administrations, de réfléchir à des mesures sectorielles qui seraient pertinentes sans être inutilement contraignantes. Alexandre Devecchio, contraignant, inquiétude, incertitude, tout ça c'est dans le registre du on ne sait pas et puis on essaye quand même de faire une tambouille pour après, surtout, encore une fois, on essaie de gagner du temps, mais des fois quand on n'a rien à dire, il vaut mieux pas communiquer parce que c'est pire, c'est un peu le problème de cette conférence de presse, elle y est pour rien. Oui, mais après on aurait pu également reprocher de ne pas communiquer. Donc mais donc je pense qu'elle était dans une position difficile. Alors est-ce que le gouvernement est dans une telle difficulté budgétaire qu'ils n'ont aucune solution? Je pense que ça fait partie du problème et ça dit l'état dans lequel est la France, c'est-à-dire un état de tiers-mondisation avec un État qui n'est plus capable de faire face aux crises et qui en plus sur d'autres questions, on voit bien d'insécurité qui n'ont rien à voir mais où l'État n'est plus au rendez-vous non plus. Donc ça dit quelque chose de notre déliquescence. Mais je voulais revenir sur le plan électrification qui me paraît ubuesque aussi et ça me rappelle beaucoup la période des Gilets jaunes. Ça avait commencé par une histoire de
d'augmentation du prix de l'essence. Et l'une des mesures proposées, je me souviens, était de faire une ristourne pour acheter une voiture neuve qui consommait moins à des gens qui n'arrivaient pas à finir leur fin de mois. Là, le gouvernement est encore une fois totalement à côté de la plaque, puisque ce problème sur le carburant se pose pour des gens qui sont justes, qui ont besoin de leur bagnole pour aller travailler et qui vont pas pouvoir, ou des entreprises dont l'activité dépend beaucoup du transport et qui vont se retrouver en faillite. Donc là, on n'est pas face à des gens qui vont demain pouvoir acheter des voitures électriques qui n'existent même pas. Donc c'est totalement aberrant, et ça, c'est le genre de mesure en plus qui risque de déclencher la colère, parce que je vous dis, les gilets jaunes, ce qui avait déclenché la colère, c'était le décalage entre une technocratie hors sol et la réalité quotidienne des Français. Non, mais le leasing social, c'est 16 000 euros par an. Donc ça veut dire en gros 1 200 euros par mois. Pour des voitures qui coûtent au leasing social entre 120 et 200 euros par mois. Donc déjà, quand tu gagnes 1 600 euros par mois, est-ce que tu dépenses 200 euros pour ta voiture? La réponse est non. Donc admettons que tu le fasses. Bon, il y a eu concrètement, effectivement, le leasing social a eu du succès la dernière fois. Très bien, vous faites un leasing. Qu'est-ce qui se passe à la fin du leasing? Vous avez deux options. Soit vous rachetez la voiture. Encore une fois, quand tu gagnes 16 000 euros par an, est-ce que tu rachètes une voiture qui en coûte 30? Pas sûr. Enfin, en tout cas, l'option d'achat est à minima à 4 ou 5 000 euros. Et si on ne la rachète pas, il faut payer les réparations. Parce que le concessionnaire qui voit la petite rayure sur l'aile droite, il vous fait repayer toute l'aile droite. C'est une solution pour les riches. Ce sont des solutions pour les riches, mais qui sont proposées pour les pauvres. Donc en matière d'incertitude du gouvernement, le gouvernement est incertain. Je suis d'accord. Il est surtout hors sol. Ils sont hors sol. Non, et d'ailleurs, il est surtout hors sol, en fait, en réalité, parce que ce que vous venez de raconter, c'est la vérité, c'est le réel. Quand Alexandre décrit le réel, c'est aussi un autre réel. C'est-à-dire que finalement, attendez, parce que Augustin Donadieu se trouve à Matignon et il va pouvoir nous en dire plus sur cette réunion qui a suscité l'attention de 30 ministres. Hein. C'est bien ça, Augustin Donadieu? Ça fait bien. Augustin qui ne nous entend pas, malheureusement. Alors, on va pouvoir le rejoindre parce qu'il était en train de savoir si on le mettait en ligne. J'attends 2 secondes. Augustin, est-ce que vous êtes avec nous? Donc, vous êtes à Matignon pour cette réunion. Qu'est-ce que vous avez compris de l'incertitude annoncée par Madame Brejon? Oui, bonjour Pierre. Effectivement, 30 ministres qui étaient réunis ici à Matignon ce matin autour du Premier ministre pour tenter de trouver des solutions d'urgence face à la hausse des prix des carburants en France. Alors, ce que nous a dit la ministre de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, c'est que les réponses tiennent en 3 axes. La première, le premier axe, ce sont les réponses d'urgence. Vous le savez, l'État qui a débloqué 70 millions d'euros d'aides supplémentaires pour les secteurs les plus impactés. On entend par là la pêche, l'agriculture, les transports. À la question de savoir si notamment le secteur de la santé, avec les infirmières libérales ou les aides-soignantes, est-ce qu'elles allaient être aidées? Eh bien, pour le moment, pas de réponse à ce stade. Le gouvernement est en réflexion. Deuxième axe, l'électrification. Vous en parliez il y a un instant. Maud Brejon parle de cette électrification pour se préparer à d'éventuelles crises futures. Là aussi, sur le financement de cette électrification, c'est un petit peu confus. Il y a Laurent Wauquiez qui met en avant notamment l'usage d'un surplus de plusieurs milliards des recettes fiscales grâce ou à cause de ces hausses de carburant. Là, la porte-parole du gouvernement nous dit que cette hausse de carburant n'entraîne pas de surplus fiscal pour l'État et que donc cette électrification passerait par un financement via le C2E. Vous savez, c'est ce dispositif d'économie d'énergie qui a été mis en place par l'État et peut-être aussi par éventuellement un leasing fiscal, un leasing social pour les foyers les plus modestes. Enfin, le troisième axe développé par le gouvernement, c'est ce plan de sobriété, un plan de sobriété, je vous la cite, Maud Brejon qui dit « Nous n'avons pas de problème avec l'approvisionnement. Si cette problématique devait se présenter, nous devrions être prêts. Je n'ai pas d'annonce à vous faire, mais l'État doit être en première ligne. » Vous le voyez, les réponses sont floues, je dirais presque même inexistantes pour le moment. Des réunions doivent se tenir dans les prochaines semaines pour apporter des réponses très concrètes. Les portes ne sont pas fermées pour cibler encore plus les personnes les plus impactées par ces hausses de prix des carburants. On parle de là, comme je vous l'ai dit, du secteur de la santé, mais pour l'heure, pas d'annonce particulière sur une réelle baisse des taxes, en l'occurrence sur le prix du gasoil et de l'essence.
Adieu avec Clément Lopez à Matignon. Et votre lapsus est révélateur. Hein. C'est le leasing fiscal, c'est ce qu'on disait à l'instant. C'est-à-dire que c'est une voiture proposée pour des foyers modestes et qui en réalité est proposée pour des gens qui peuvent se la payer et la racheter éventuellement derrière. Nous avons ce sujet-là sur la table. Il vous concerne tous, c'est le carburant. Dans un instant, on entendra un routier dans Midi News qui est évidemment en plein désarroi. Et puis nous verrons les conséquences de cette crise également à l'international. À tout de suite dans Midi News. De Midi News, on reparlera bien sûr du carburant puisque c'est la chose qui vous préoccupe, vous tous qui nous regardez dans Midi News. Mais d'abord les dernières informations avec Margot Siffer. Plusieurs explosions ce matin dans différents quartiers de Téhéran. Tsahal avait annoncé auparavant mener des frappes de grande ampleur. Des complexes sidérurgiques du centre et du sud-ouest de l'Iran également endommagés par des frappes israélo-américaines. Cette déclaration hier du secrétaire d'État américain, les États-Unis devront réexaminer leurs relations avec l'OTAN une fois la guerre contre l'Iran terminée. Marco Rubio ajoute que c'est à Donald Trump qu'il revient de trancher cette question. Et puis Donald Trump qui prendra ce soir la parole. Il a d'ores et déjà déclaré que les États-Unis quitteront très bientôt l'Iran. Conséquence, les marchés ont envie de croire à ses propos. Les bourses repartent à la hausse, plus 2,26%, notamment à Paris pour le CAC 40. Merci Margot et à tout à l'heure pour d'autres informations. Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Gallien, avec Élodie Huchard. Dora Abdelrazik nous a rejoint, spécialiste international de CNews, Alexandre Devecchio, Régis Le Sommier, bien sûr, qui pour une fois n'est pas sur un théâtre d'opération et nous fait l'amitié. Il a même une veste, vous voyez. Je m'attendais à un treillis casque lourd, mais bon. Pas eu le temps de récupérer. Cela dit, on rigole. On sera avec Jérôme Rampenou dans un instant en Israël et il vaut mieux avoir effectivement des équipements de protection. Je vous parlais des routiers. Ils protestent aujourd'hui, ils manifestent notamment à Toulouse contre la hausse du gasoil. Écoutez justement un routier en colère. Quand on est dans le transport, qu'on essaye de vivre du transport, on y a vécu et aujourd'hui on n'y vit plus parce que tout explose et là notamment les prix des carburants. Ça devient inadmissible et intolérable de travailler aujourd'hui à perte, quoi. Et nos trésoreries sont grévées et on s'en sort plus. Si l'État ne nous aide pas, à mon avis, ce sera très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui les gens qui sont sur la corde vont basculer du mauvais côté si l'État ne fait rien. Épisode précédent, 30 ministres à Matignon, Élodie Huchard, pour accoucher. La montagne accouche d'une souris, là pour le coup. J'aime pas les expressions toutes faites, mais là c'est vraiment ça. C'est vrai que quand on a 30 ministres autour d'une table et que la conclusion est « je n'ai pas d'annonce à vous faire », il est vrai que peut-être que la réunion n'était peut-être pas des plus utiles. Effectivement, on aurait pu accuser le gouvernement de ne pas prendre la parole, mais on ne peut pas annoncer une conférence de presse avec une réunion aussi importante si à la fin on n'a rien à dire. Si pour l'instant on ne sait pas si on aidera d'autres catégories de Français, d'autres professionnels, ça ne sert à rien de donner des grands principes. C'est vrai que la réaction tout à l'heure qu'on a écoutée de la porte-parole Maud Bréjon, c'est beaucoup de phrases en fait qui font avec des mots qui font très savants, mais qui à la fin montrent bien qu'en fait en responsabilité, ils n'ont rien à dire. Oui, en responsabilité, les options sur la table, tout ça, on a à peu près compris. Le problème, c'est qu'il y a des Français derrière, et là on entend ces routiers, on peut parler de d'autres catégories professionnelles, qui se demandent s'ils vont pouvoir faire le plein à la fin du mois, que ce soit pour des raisons privées ou professionnelles par ailleurs, et qui se disent, j'ai un gouvernement qui m'explique qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Bon, peut-être que les Français ont un avis différent, et ils voient bien que le gouvernement, en fait, non seulement subit cette crise, mais en plus n'a aucune réponse à apporter. Régis. Moi, ça m'inquiète quand même tout ça, parce que vous dites 30 ministres réunis pour aucune idée à la fin et une conférence de presse visiblement bâclée dans la forme et dans le fond. Je ne sais pas si elle était bâclée, mais en tout cas, ils ont essayé de trouver un narratif qui était... C'est vous qui avez dit de haut mur, on a l'impression que ça a été installé comme ça et qu'il fallait dire quelque chose. Moi, je crois qu'ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets pour les raisons qu'on a déjà évoquées, mais qui sont cette crispation internationale dont on ne sait pas quelle va être la durée et si elle va pas être justement une crise
profonde. On est dans une période de l'histoire de l'humanité où cette histoire du détroit d'Ormuz, elle est pas résolue. Alors, je pense qu'on va revenir sur Trump va-t-il arrêter la guerre ou pas. Oui. Tout ça va dépendre. En fait, il y a tellement de paramètres. Alors moi, je ne pose pas ce genre de questions. Trump va-t-il arrêter la guerre ou pas? Mais on se la pose. En revanche, Permettez-moi de me la poser. On écoutera Léon XIV, le pape, qui, pour la première fois, sur ce sujet, on n'a pas l'habitude de voir le Saint-Père sortir sur ce genre de sujet, qui dit, voilà, j'ai entendu Donald Trump qui veut mettre fin à la guerre. On l'écoutera tout à l'heure. D'abord, partons en Israël, rejoindre nos équipes. Jérôme Rampenou est avec Charles Baget à Naïbrak, dans le centre d'Israël. Jérôme, bonjour. Ce matin, 14 personnes ont été blessées dans la région de Tel Aviv. C'est ce qu'ont annoncé les secours israéliens après de nouveaux tirs de missiles iraniens sur Israël. Oui, effectivement, 9 missiles ont été tirés sur Israël ce matin. Les alertes ont retenti à partir de 7h du matin. Nous avons eu, on va dire, en 1h30, 4 à 5 alertes, rien que sur Tel Aviv. Nous nous trouvons là, effectivement, dans une des ruelles qui a été touchée par ces attaques. Vous voyez, il y a des cordons de sécurité. Les habitants qui sont ici, très traditionnalistes, étaient en train de préparer la fête de Pâques. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de monde dehors. Lorsque ces frappes ont eu lieu, il faut se jeter, on va dire, littéralement, dans les abris. Il n'y en a pas non plus beaucoup dans ces quartiers-là où il y a beaucoup de monde. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu entre 14 et 15 blessés ici, dont une jeune fille de 11 ans qui a été amenée à l'hôpital en état très critique. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations concernant son état de santé. Elle a reçu, on nous a dit, de nombreux impacts dus à la chute de ce missile. Vous savez, ces missiles sont chargés de sous-munitions. C'est ces sous-munitions qui explosent lorsqu'ils tombent après avoir été interceptés. Elle a reçu des impacts dans les bras, elle a reçu des impacts dans les jambes. On nous a dit, il y a d'autres personnes qui ont été aussi fortement touché ici autour de Tel Aviv. Un enfant de 9 ans, par exemple, a reçu une voiture qui a été projetée contre lui au moment où il se rendait dans un des abris. Il faut aller très très vite lorsque les sonneries retentissent pour aller dans ces abris. Il a été, on le sait, touché à la tête. A priori, ses jours ne sont pas en danger, mais il a été lui aussi transporté à l'hôpital. Donc vous voyez, la situation est devenue très très compliquée pour les habitants qui doivent vivre avec le rythme de ces alertes incessantes. Et bien sûr pas que Tel Aviv, c'est tout le pays, c'est tout Israël qui est touché. Oui, effectivement, c'est tout Israël qui est touché. Vous le disiez, nos alertes tombent sur les téléphones. On peut choisir l'endroit où on est prévenu pour que ça ne sonne pas en continu, mais lorsqu'on regarde, on s'aperçoit que le nord est visé très 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 régulièrement. Rien que dans la matinée, il y a eu une alerte toutes les heures, voire toutes les demi-heures dans le nord. Alors pas tout le temps des missiles liés à l'Iran, il y a aussi des tirs du Hezbollah, des tirs de drones et des tirs de roquettes dans cette zone. Merci beaucoup Jérôme Rampenou et Charles Baget. Prenez soin de vous, faites attention à vous bien sûr dans cette zone. Emmanuel Macron était au Japon et il a évoqué cette guerre, ce conflit où Donald Trump, encore une fois, je ne vais pas dire qu'on est dans l'incertitude, mais on est en train effectivement de se demander ce que va préparer le chef d'État américain, Emmanuel Macron, qui a vanté la prévisibilité de l'Europe et qui a taclé Donald Trump. On écoute Emmanuel Macron. Nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. C'est le fait aussi que depuis février 2022, avec constance, le Japon se tient aux côtés des Européens pour rappeler l'importance d'une paix juste et durable et le respect du droit international. Alors voilà, au-delà du fait que Donald Trump tacle Emmanuel Macron tacle Donald Trump, on est au-delà d'une cour d'école, Régis Sommier. On est aussi dans l'idée qu'il y a deux logiciels différents. Il y en a un qui fait la guerre et il y en a un qui respecte le droit international, même si évidemment il y a des passages entre les deux. J'ai l'impression, moi,
à écouter Donald Trump depuis 2 jours qu'il est en train de commencer à accuser en gros les Européens de son échec. Je pense qu'on l'a vu être extrêmement agressif à l'égard de Keir Starmer. Sur Giorgia Meloni, je pense qu'il y a encore une sorte d'affect autour de Donald Trump, mais sur la position espagnole et surtout sur la France, puisque c'est lui qui a révélé que la France avait interdit à des avions américains d'utiliser son territoire pour aller transporter du matériel jusqu'en Israël. Donc de ce point de vue-là, la rhétorique de Donald Trump a été nous sommes venus vous aider, sous-entendu les États-Unis et la construction du traité de l'Atlantique Nord après. Quand on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Et donc le risque auquel on risque d'assister, ce à quoi on risque d'assister peut-être dans les heures qui viennent, c'est peut-être on va dire un retrait des États-Unis de l'OTAN. Il y a ce risque. Marco Rubio, ça peut aller jusque-là. Ça peut. C'est en tout cas dans le logiciel de Trump. Vous savez, Trump, par rapport au droit international et par rapport aux alliés, il est dans l'unilatéralisme. C'est extrêmement grave, surtout pour d'autres pays que la France, parce que autant nous on a une dissuasion nucléaire, on a une souveraineté, on a la première armée d'Europe, on est les seuls à avoir un porte-avions, autant, je sais pas moi, mais tous les autres pays, les 26 autres pays d'Europe, c'est quand même pas exactement la même chose. Non, pas la même chose, mais membres de l'OTAN. Je pense que ça obligerait l'OTAN à se penser différemment en dehors de l'Amérique. Ah oui, mais donc un OTAN européen. On est en train d'assister, quand je disais, un basculement important dans l'histoire de l'humanité, parce que on est je pense que tout ce qui a été bâti à partir de 1945, y compris les accords de Quincy avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aujourd'hui va probablement regarder ailleurs, une fois que la guerre sera finie, en disant je ne peux pas dépendre uniquement des États-Unis pour ma sécurité, quand en plus le chef, le prince héritier d'Arabie Saoudite se fait insulter par Donald Trump, comme on l'a vu, il y a des choses qui vont se produire. Mais sur la question des Européens, Donald Trump est en train d'expliquer que on avait besoin d'eux. Ils ne sont pas venus nous aider. Et pire, il est en train de dire au niveau du détroit d'Ormuz que ceux qui ont besoin du pétrole du détroit d'Ormuz n'ont qu'à se débrouiller pour le déboucher eux-mêmes, puisque les États-Unis n'en ont pas besoin. Notre carburant. C'est ça. Et ça, c'est du Trump tout craché. Oui. Parce qu'en plus, c'est sur Truth Social, donc c'est-à-dire que c'est des messages courts qui restent. Parce qu'une déclaration à la télévision, qui ensuite est éventuellement reprise par les réseaux sociaux, c'est de l'audio, c'est de la vidéo, donc il faut la repasser. Mais quand c'est écrit, ça marque. Allez chercher votre carburant tout seul. Ça vous fait rire, vous, Dora? Oui, ça me fait rire parce que les déclarations de Trump vont dans tous les sens. Mais pour rebondir sur l'OTAN, justement, Donald Trump a accordé une interview au journal Le Télégraphe et il a clairement dit que il fallait. Il a dit que quoi? Il fallait penser justement à ce partenariat avec l'OTAN et que peut-être il allait se retirer. Pour lui, l'OTAN n'a jamais été un partenaire fiable, un tigre de papier. Donc. Ça va rester ça, le tigre de papier, Jean-Christophe. Moi, je crois il y a une vraie ligne stratégique. La première a été une géographique et celle des Amériques. Contrôlée, ça y est, c'est fait. Politique, sécuritaire, tarifaire, du nord Canada jusqu'au sud l'Argentine. Il n'y a pas encore Cuba. Cuba qui est bientôt, ni le Groenland. Oui, mais Cuba qui sera réglé bientôt. Après, il y a effectivement la géographie européenne, qui a même commencé avant avec l'histoire des droits de douane, bien sûr, la guerre monétaire, mais surtout cette pression budgétaire sur la défense. Et la narrative par rapport à l'OTAN, c'est quand même ça qui est engagé. Je ne suis pas certain, comme Régis, qu'il annoncerait ce soir son retrait de l'OTAN. Non, mais c'est un vrai. Cette interview au Télégraphe est très importante. Oui, non, mais c'était une vraie hypothèse. Maintenant, sortir, c'est aussi quelque chose qui ferait qu'il aurait moins de pression potentielle immédiatement sur le contexte européen. J'y crois peu. Par contre, la pression sur les budgets, 5% de dépenses militaires, ça c'est la fin des budgets européens. On le voit bien avec notre histoire de quoi qu'il en coûte, où aujourd'hui, on ne peut plus rien dépenser, même pour aider les gens sur l'essence. Maintenant, sur le Moyen-Orient, pour moi, la plus intéressante des phrases, c'est votre affaire maintenant. Ça, c'est vrai. Dans la nouvelle géopolitique de la mondialisation économique, c'est une réalité très concrète qui laisse notamment les pays du Golfe dans une incertitude, là pour le coup, très réelle. Ils ont déjà fait des cheminements vers la Chine, mais c'est surtout l'idée que se joue encore une partie. Moi, je crois moins à ce retrait dans les 2 semaines, parce que se joue une vraie partie sur le fossile, qui est quand même la vraie guerre américaine. Elle est là-dessus, il n'est pas sur autre chose. Le gaz et le pétrole. Et une partie du contrôle de ces flux, malgré tout, là-bas. Ouais, maintenant,
l'enjeu, là où il a raison, c'est que de toute manière, quand il y a une guerre dans cette zone, l'enjeu est collectif. Il est collectif parce que mondialisé par la mondialisation économique. Ça peut en tout cas, quand vous écoutez le pape Léon XIV, et encore une fois, rarement le Saint-Père fait des sorties pour parler de ce que décide Donald Trump en matière belligérante, vous entendez dans la voix du pape, encore une fois, c'est suffisamment rare pour être souligné, que lui compte sur Trump pour arrêter cette guerre. On m'a dit que le président Trump a récemment déclaré qu'il souhaiterait mettre fin à la guerre. Espérons qu'il cherche une porte de sortie. Espérons également qu'il cherche un moyen de réduire le niveau de violence et de bombardement, ce qui constituerait une contribution importante à la disparition de la haine qui est en train de se créer et qui ne cesse d'augmenter au Moyen-Orient et ailleurs. Je continuerai certainement à lancer cet appel à tous les dirigeants du monde pour leur dire « Revenez à la table du dialogue. Cherchons des solutions aux problèmes. Cherchons des moyens de réduire le niveau de violence que nous alimentons. » Bon, alors c'est assez disruptif et étonnant pour être souligné. Vous avez le pape qui dit moi j'attends que Donald Trump arrête la guerre, et vous avez Emmanuel Macron qui dit faut respecter le droit international. Oui, mais en réalité, vous le disiez, la cour d'école entre Donald Trump et Emmanuel Macron, à la différence du fait que quand Emmanuel Macron explique à Donald Trump qu'il n'est pas d'accord avec sa stratégie, véritablement, je pense que Donald Trump s'en moque allègrement. On voit bien à quel point la France, de toute façon, ne compte pas dans ce conflit. Et quand on réécoute le chef de l'État tout à l'heure qui explique qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, c'est bien de le dire. En attendant, les décisions seront prises par Donald Trump. Peu importe ce que dit Emmanuel Macron, le pape, effectivement, alors c'est rare d'avoir un pape qui, entre guillemets, parle politique et diplomatie. En revanche, on voit que c'est beaucoup plus concret. Finalement, il n'est pas dans la politique comme peut le faire Emmanuel Macron. Ce qu'il voit aujourd'hui, c'est un conflit. En tant qu'homme d'église, évidemment, ce qu'il aimerait, c'est que ce soit résolu. Et évidemment, ce qui est important, c'est que on voit bien à quel point il est quand même prudent. Il appelle à la fin de ce conflit, mais c'est vrai que c'est assez rare. On voit un pape qui prend presque position et qui en appelle véritablement à un chef d'État de dire faites quelque chose. Ouais, Alexandre Devecchio. Ouais, je le trouve plus diplomate qu'Emmanuel Macron d'une certaine manière. Il comprend un peu mieux la psychologie de Trump puisqu'il ne s'oppose pas du tout à Donald Trump. Il délivre un message de paix, ce qui est quand même le rôle du pape, mais sans faire la morale à Donald Trump. C'est différent d'Emmanuel Macron. C'est même différent de son prédécesseur qui était beaucoup plus dans son expression, dans une forme de conflit. Enfin, finalement, le pape François aurait peut-être dit il faut que Donald Trump arrête la guerre. Oui, parce que celui-ci, il dit on aimerait bien qu'il mette fin à la guerre. Différent, et donc il délivre le peuple. Le pape François aurait peut-être condamné même Donald Trump d'avoir fait la guerre. Là, on voit bien que c'est pas du tout le cas. Il dit que Donald Trump peut faire la paix dans le monde, mais c'est un pape qui était républicain. Je ne sais pas si ça a un rapport ou pas, mais pour moi, j'interprète ses propos comme quelqu'un qui est plutôt bienveillant avec Donald Trump, ou en tout cas qui essaie de faire de la diplomatie. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, moi je crois qu'il fait de la politique intérieure. En réalité, effectivement, Donald Trump n'en a rien à faire. Pardonnez-moi, ça a été dit, mais il s'adresse aux Français. Il faut que Emmanuel Macron continue à exister puisqu'il a plus de poids sur la politique intérieure et de montrer qu'il existe et qu'il s'agite sur le plan extérieur. Ouais, et pour revenir aussi à ce que nous disait Jérôme Rampenou tout à l'heure en Israël, c'est vrai que c'est aujourd'hui, le 1er avril, début des fêtes de Pessah. Donc on pense bien sûr à nos compatriotes de confession juive et la Pâque catholique arrive pratiquement au même moment. Et donc tout ça rentre également dans un calendrier de Semaine Sainte que nous connaissons en ce moment. Restez avec nous dans Midi News dans un instant. La suite avec évidemment les développements sur le carburant, sur la politique internationale et d'autres sujets à suivre. À tout de suite. Et dans un instant, dans Midi News, nous irons vous voir, vous, à une station-service, vous qui galérez pour le carburant. Et on reviendra bien sûr sur les annonces du gouvernement. Mais d'abord, les toutes dernières informations avec Margot Siffer. Et les carburants au menu d'une réunion ce matin à Matignon. 3 leviers pour faire face à la crise. Réponse d'urgence, électrification et plan de sobriété. Si pour l'heure, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, Maud Bréjon demande à ses ministres de réfléchir à plusieurs mesures sectorielles. On l'écoute. Nous n'avons pas, à l'heure où on se parle, de problème
d'approvisionnement. Pour autant, si ces problématiques d'approvisionnement, même minimes, venaient à se présenter devant nous, alors nous devons être prêts à avoir réfléchi à un certain nombre de mesures qui permettent d'économiser l'énergie consommée et spécifiquement le carburant. Je n'ai pas d'annonce à vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre, là encore, a été très clair. L'État doit être en première ligne, l'État doit donner l'exemple et c'est donc à chaque ministre, évidemment en lien avec ses administrations, de réfléchir à des mesures sectorielles qui seraient pertinentes sans être inutilement contraignantes. Également dans l'actualité, ces nouvelles attaques israéliennes à la fois dans le centre de Beyrouth et le sud de la capitale libanaise. Le responsable militaire du Hezbollah pour l'Irak a été tué. Un terroriste de haut rang également éliminé. Et dans le même temps, ces images impressionnantes d'une frappe à Tel Aviv, près du littoral, et d'une autre à Bnei Brak, dans la banlieue nord de la ville. Plusieurs blessés à déplorer, dont une fillette de 11 ans dans un état grave. Notre correspondante Régine Delfour fait état des dégâts sur place. Nous sommes à Bnei Brak, sur les lieux d'un impact lors d'une explosion qui a lieu ce matin. Il y a des bonbonnes de gaz. Fort heureusement, elles n'ont pas explosé. Vous allez voir sur les images de Sacha Robin. Tout a été donc soufflé par l'explosion. On parle d'un missile à fragmentation. Et donc, on voit le trou dans le mur donc, de l'immeuble qui a donc était là totalement percé. On voit même sur le toit, il y a partout des ouvertures. Il y a évidemment aussi des fuites d'eau. Alors tout autour, ce sont des fenêtres brisées, soufflées. Là, en fait, il y a une habitation. Alors on peut le voir à l'intérieur de cette habitation. Il y a plusieurs impacts sur le mur. Ce sont donc les petites billes, les sous-munitions qui font donc ces impacts. Il y en a partout sur les murs. Il y en a aussi sur le mobilier donc de la maison. Et en fait, le propriétaire nous expliquait qu'il y avait une petite fille mais un bébé qui était dans cette pièce et que miraculeusement en fait elle est saine et sauve. Et puis qui dit 1er avril dit aussi plusieurs changements, à commencer par le retour du chèque énergie pour permettre aux ménages les plus modestes d'alléger leurs factures. Le forfait hospitalier est également relevé à 32 €, c'est 8 € de plus qu'auparavant. Enfin, l'aide accordée par France Travail aux demandeurs d'emploi pour financer leur permis de conduire est supprimée. Merci Margot Siffer. Tout de suite l'écho. Retrouvez votre programme avec Mieux Fiscal pour implanter votre activité en Andorre et optimiser facilement la fiscalité de votre entreprise. Mieux Fiscal. Votre programme avec Bien Ici. On est bien ici. Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. Et surtout avec Éric de Ritmaten. Bonjour Éric. Merci beaucoup, bonjour. Oui, c'est quand même le fondement de cette chronique éco, c'est Éric de Ritmaten. Alors, on a parlé du gouvernement, des mesures justement pour les carburants. Si on doit résumer, en fait, c'est pas de mesures. Par contre, il y a quand même une piste qu'ils ont creusée, c'est éventuellement engranger les surplus de taxes grâce à la hausse du prix du pétrole. Donc, on estime qu'on va réutiliser cet argent. C'est combien cet argent ? Alors, c'est la bonne question, parce que Maud Bréjon est intervenue tout à l'heure pour dire oui, effectivement, on a eu des surplus de taxes. Le chiffre n'est pas donné, mais ça ne se compte pas en milliards. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Pas de milliards, mais en effet, un surplus de taxes ponctuel, a-t-elle dit. Mais comme à côté de ça, vous avez le ministre du Budget, M. Amiel, qui a dit on ne peut pas verser plus de milliards d'euros chaque année parce que nous n'avons pas le début d'un centime. Et d'ailleurs, M. Lecornu a précisé qu'il n'y avait pas de cagnotte quand on avait un déficit de 5,1%. Donc ça veut dire qu'on oublie toute aide supplémentaire possible, autre que celle dont on parlait hier, pour aider les pêcheurs, les agriculteurs, les grands transporteurs, etc. On apprend pourtant aussi que le gouvernement va redistribuer cette somme, ce surplus dont on ignore le chiffre précis, ce ne sont pas des milliards, je le rappelle, pour le leasing social, c'est-à-dire faciliter l'achat ou la location de voitures électriques, ça, avec une aide de l'État qui peut aller à 100, 200 € par mois pour une voiture familiale. Voilà, mais comme le revenu fiscal obligatoire maximum, c'est 1358 € net par mois. Pour acheter une voiture électrique avec ce niveau de revenu, c'est pas évident, même en louer si ça coûte 200 € par mois, vous voyez. Donc il y a quand même une incompréhension dans tout cela. Et d'ailleurs, 40 millions d'automobilistes rappellent que l'État ferait mieux de supprimer ce fameux certificat d'économie d'énergie qui quand même coûte 17 centimes par litre d'essence. Là, il reste en l'état. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce chapitre. En tout cas, on préfère pousser la voiture électrique d'occasion. Oui, alors c'est ça, bien sûr. Actuellement, c'est l'occasion, si je puis dire, ou jamais.
avec le leasing social. Alors c'est vrai que c'est incroyable le nombre d'annonces qu'il y a, ne serait-ce que dans la centrale des particuliers. Vous avez 30 000 annonces ce matin pour acheter des voitures électriques. Donc vous voyez, ça veut dire que le marché commence à exister. Et la centrale des particuliers annonce qu'il y a de plus en plus de demandes sur les voitures électriques d'occasion. Vous avez raison, il y a 40% de hausse de demandes. C'est sidérant. Et actuellement, alors j'ai interrogé les professionnels de l'automobile, ils disent qu'il y a 60 000 véhicules disponibles en électrique. Alors les prix, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Les moins chers, ce sont les Zoé électriques. Je voyais qu'il y avait une Zoé à 6 ans d'âge, 8 700 €, mais les prix baissent de 10% en ce moment. Et si la Tesla américaine vous intéresse, on ne trouve pas en dessous de 20 000 €. Donc, vous voyez, il y a quand même une marge importante. Ça ira, merci. Mais pour l'instant, c'est vraiment très faible, puisque sur 100 voitures vendues chaque jour par petites annonces, il y a 5% des voitures seulement qui sont électriques. Voilà, en tout cas, peut-être que le retour de l'hybride, vous savez que les constructeurs ont annoncé qu'ils allaient accélérer le développement de la voiture hybride, c'est-à-dire essence couplée à des batteries. Peut-être que ça rassurera le consommateur qui aura un petit peu d'essence encore pour compléter. Mais pour de l'hybride, il faut de l'essence, mon cher Eric. Donc voilà, c'est le chien qui se mord la queue. Exactement, mais ça consomme moins, puisque en général, une voiture hybride, c'est 5 litres au 100. Merci Eric de Ritmaten. C'était votre programme avec Mieux Fiscal, pour implanter votre activité en Andorre et optimiser facilement la fiscalité de votre entreprise. Mieux Fiscal. C'était votre programme avec Bien Ici. On est bien ici. Trouvez votre futur logement par Vite-Quartier et temps de trajet sur bienici.com. Allez, suite de Midi News avec toujours autour de la table Alexandre Devecchio, Régis Le Sommier, Dora Abdelrazik, Jean-Christophe Gallien, Élodie Huchard pour parler effectivement de cette situation compliquée. Mathilde Ibanez se trouve avec Astrid Yalik dans une station-service de l'ouest parisien. Ma chère Mathilde, des prix toujours aussi hauts, hein, pas de répercussions immédiates des annonces du gouvernement. Exactement, pas encore de répercussions. Ce qu'on a pu voir en tout cas sur la route, c'est qu'il y a des stations essence où le prix, par exemple, de l'essence a dépassé la barre des 2 €. On a 2,39 €, 2,45 € pour le gasoil, des prix tout aussi exorbitants. Les automobilistes avec qui nous avons pu rapidement échanger hors caméra nous ont dit que cette situation devenait invivable, impossible pour eux de joindre les deux bouts, des situations extrêmement compliquées. Certains se demandent comment ils vont pouvoir aller travailler puisque leur voiture est extrêmement utile dans leur quotidien. D'autres se posaient même la question finalement pourquoi ne pas passer à l'électrique quand ils voient que la guerre qui se passe au Moyen-Orient impacte direct leur consommation et leur portefeuille. Nous on se trouve dans une station Total où il y a un petit peu de véhicules qui viennent et qui se pressent ici puisque Total a décidé de bloquer, de plafonner ses prix. Donc par exemple pour l'essence 1,99, pour le gasoil 2,09 jusqu'au 7 avril. Merci beaucoup Mathilde Ibanez avec Laurent Sélarié dans cette station d'essence de l'ouest parisien. Bon voilà, donc ces annonces, cette flambée des prix et ce manque d'annonces, il est criant et vous en souffrez. Et en attendant, on vous dit, tiens, vous allez prendre une petite voiture électrique que vous allez, comme nous le disait Eric de Ritmaten, trouver dans la centrale des particuliers. Vous allez acheter une petite Zoé à 5-6 000 € et puis vous allez vous rendre compte aussi que la batterie de ces voitures-là, elle a une durée de vie. C'est comme les petits téléphones portables, hein, quand ils sont vieux, à un moment donné, la batterie marche pas. C'est exactement la même chose. La voiture est quand même pas très efficace. Et c'est surtout que si vous n'avez pas de quoi mettre un plein d'essence pour finir votre mois, vous n'avez pas 6 000 € pour aller acheter une voiture, même plus que 6 000 €, mais ou même louer une voiture électrique. Donc c'est absurde. À part c'est une politique qui peut aider les riches, qui vont peut-être faire des affaires sur l'électrique, les riches ou les gens aisés, mais qui n'aura pas d'impact sur ceux qui sont vraiment en difficulté. En tout cas, c'est un loupé. On va pas faire encore une fois ce que je disais tout à l'heure. On va pas faire M6 Turbo ou Automoto, mais il y a un loupé sur la voiture électrique. Eric l'a dit, c'est 5% du parc automobile français. Alors on nous dit « Ah mais oui, mais il y a une hausse de 20%, 30%, 48% des immatriculations. » Oui, parce qu'il y a les flottes.
Les voitures en France, c'est 60% des voitures neuves immatriculées en France, c'est les flottes automobiles, c'est les voitures d'entreprise. Et puis aussi, vous avez des marques premium comme Porsche, par exemple, qui littéralement se cassent la gueule sur les modèles électriques parce que les gens n'en veulent pas, parce qu'on vous dit, tiens, on va acheter une voiture électrique parce que ça pollue moins. Très bien, alors vendez-moi une voiture électrique. Ah oui, mais vous avez un malus dessus parce qu'il y a le malus poids. Vous voyez, parce que... Non mais... Non, on marche complètement sur la tête. Et ça reste, ça a été dit tout à l'heure, mais il faut vraiment le rappeler, ça reste des préoccupations de riches, quoi. C'est-à-dire la voiture électrique, ça ne peut pas, vous l'avez parfaitement résumé, quand on a un salaire de 1 300 € par mois, on ne peut pas considérer même le leasing social où à la fin vous devez soit racheter la voiture, soit la rendre réparée. Le leasing social n'a de social que le nom. Hein. Là, on parle des 3 prochaines semaines, du prochain mois. On ne parle pas... La conversation qu'a le gouvernement avec les Français, là, il ne parle même pas dans 1 an, dans 2 ans, il parle dans 10 ans. Et là, pour le coup, on a besoin de solutions ou de non-solutions, quitte à dire je ne sais pas faire aujourd'hui parce qu'on est la rigueur, et ce que dit Le Cornu, en gros, la rigueur. Moi, je crois que là-dedans, il y a vraiment le complexe 2027, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien, on s'attendra à rien, la crise ou pas crise, elle dure pas. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont dans l'attente, dans la gestion d'une période. Voilà, il peut se passer ce qui peut se passer, mais il n'y aura pas de grandes mesures, quelles qu'elles soient, structurantes ou pas structurantes. Là, il ne s'agit même pas de ça, il s'agit de répondre à une crise, de répondre. Mais ils ne le font même pas. En tout cas, ceux qui ont appelé à descendre, en tout cas de supprimer au moins temporairement les taxes sur le prix du carburant, et notamment la fameuse TVA sur la TICPE, c'est le Rassemblement national. Et Marine Le Pen a réagi ce matin, justement, on va voir sa citation s'afficher à l'écran. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Elle dit: il faudrait éviter de les accumuler, les mensonges de la part du gouvernement, parce que ça crée bien évidemment une ambiance de défiance massive dans l'opinion publique. Élodie. Oui, elle a raison, et à 2 égards. C'est-à-dire que la défiance, elle vient, par exemple, si on repart de la conférence de tout à l'heure, il y a une première défiance sans doute de voir qu'on a un gouvernement, une fois de plus, avec 30 ministres, qui vient devant les Français pour leur dire « nous n'avons rien à dire ». Donc forcément, s'il y a des Français qui sont devant la télé à ce moment-là, ça peut sembler étonnant. Et autre défiance avec, c'est même plus un fossé, c'est un gouffre qui sépare les attentes des Français et ce que répond le gouvernement. Une fois de plus, comme le disait Alexandre, quand vous ne pouvez pas faire le plein, on va vous dire changer de voiture. Mais évidemment, si c'était facile, c'est-à-dire si les Français avaient les moyens, au lieu d'aller faire le plein, ils changeraient de voiture à chaque fois. Peut-être. La situation, elle est totalement... on voit qu'ils sont finalement perdus. Et vous le disiez, quand vous le dites, ils vont finir... Voilà, il y a de la gestion parce qu'il n'y a pas de grandes idées. Je suis même plus sûre qu'ils soient encore dans la gestion parce que finalement, cette crise, elle commence à durer et on nous dit, on réfléchit à plein de choses. On verra évidemment que les Français derrière ne feront pas confiance en ce gouvernement. En revanche, tous les mois et les années qu'on perd pour transformer justement et être moins dépendant vis-à-vis de nos énergies, celui qui va récupérer ou celle qui récupérera derrière le pays, on peut lui souhaiter bon courage. Oui, elle dit d'ailleurs qu'il nous laisse la place dans la suite de la citation, qu'il nous laisse la place. Alors ça, je ne sais pas, j'imagine encore une... Je ne sais pas s'il y a un abonnement de Marine Le Pen à la demande de démission du président ou est-ce que c'est... finalement, on est d'accord pour venir avec vous, pour vous trouver des pistes d'économie. Ce qui est tout à l'heure, on a rappelé, c'est Alexandre, je crois, qui est l'affaire des Gilets jaunes. Mais là, l'affaire des Gilets jaunes, je dirais, qui a commencé à cause de l'augmentation du diesel. Et c'est important de dire le diesel, le gasoil. Pourquoi ? Parce que là, le gasoil, tout le monde l'a remarqué, il est plus cher que l'essence. Pourquoi ? Parce qu'on en importe à peu près la moitié. C'est-à-dire qu'on raffine l'essence normale et on en exporte même. Mais on n'a pas assez de diesel en France. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces prix du diesel, ils vont pas s'arrêter. Si la crise continue, on va encore ça s'est voulu coercitif pour des questions de pollution. Vous savez qu'en Suisse, par exemple, le diesel est de tout temps plus cher parce qu'on a essayé de décourager les gens de rouler au diesel. En France, on l'a encouragé dans les années 80. C'était après, on s'est aperçu que les particules étaient cancérigènes. On l'a encouragé à tel point qu'on a encouragé l'industrie automobile, c'est-à-dire que Peugeot pour PSA, en fait, Peugeot Citroën, le groupe PSA, et là je ne cite pas une marque, c'est un groupe, a été l'ingénierie
parfaite du diesel, qui a d'ailleurs été repris par énormément de marques étrangères, notamment Jaguar, Range Rover, etc., avec des moteurs Peugeot à l'intérieur, parce qu'on faisait les meilleurs diesels du monde. Et puis est arrivé le Dieselgate en 2017, et là, badaboum patatras, c'est le groupe Volkswagen qui a été identifié comme le grand fautif d'avoir triché aux normes anti-pollution. Et vous connaissez la suite avec l'hybridation, l'électrification et la course à l'électrification qui, encore une fois, ne marche pas très bien. Voilà. Moi, je reviens à cette idée. Je ne pense pas qu'il y ait... Alors, les gilets jaunes, bien sûr, que ça peut être une menace. On est dans un temps où, malheureusement, je pense que, et heureusement quelque part, les Français on savent qu'ils ont un rendez-vous en 2027. Dans un avec une élection présidentielle. Avec celui qui est en tête, qui avait été... 80 à l'heure. Qui a été à la tête justement de celui qui avait énervé les Gilets jaunes, en l'occurrence Édouard Philippe, Premier ministre. Je pense que lui, face à ce qui sera à ce moment-là une compétition électorale et pas simplement une compétition de popularité, on en reparlera à ce moment-là du classement et de qui sera en position de gagner, en tout cas le premier tour, voire d'être qualifié pour le deuxième tour. Je pense que vraiment c'est ça dont il s'agit. Et aujourd'hui, le gouvernement tel qu'il est n'a besoin d'acheter personne. En réalité, vous avez ça aussi, cette logique du cynisme qui a prédominé, si vous voulez, la gouvernance ces dernières années. Le chèque partait dans une situation où il pouvait être performant politiquement. Et donc calmer, effectivement, après les Gilets jaunes, on a appris de sa propre défaite à ce moment-là, et on a compris qu'on pouvait effectivement calmer quelque chose qui peut être une fronde sociale à partir de l'argent. Ben là, en l'occurrence, on s'en fiche un peu, parce qu'on sait que ça sera joué en 2020. Tout cela est évidemment lié au détroit d'Ormuz, le détroit d'Ormuz qui est l'épicentre de toutes les tensions, avec encore une fois une incertitude, là pour le coup, avérée de comment on va se comporter le régime iranien si jamais les troupes américaines débarquent. Des troupes supplémentaires, dont la 82e division aéroportée, sont arrivées déjà dans la région. Je parle des Américains, bien sûr. Ramzi Malouki est le correspondant de CNews aux États-Unis. Que sait-on vraiment de cette armée d'élite ? La 82e division, c'est l'une des unités les plus prestigieuses de l'armée américaine. C'est la toute première unité aéroportée de l'histoire en fait américaine. Vous savez, leur moment de gloire absolue, c'est la veille du débarquement en 1944. Ils avaient capturé la ville de Sainte-Mère-Église avec cette image, ce symbole, cette image qui restera dans les annales, celle du parachutiste justement de cette division coincée sur le clocher de l'église. Alors la spécialité de cette unité, eh bien, c'est d'être en fait parachuté 2 jours comme de nuit, derrière les lignes ennemies, et en fait de préparer le terrain. Et ce sont des gens qui travaillent très vite, qui frappent très fort, et récemment il y a eu ils se sont distingués au Panama, ils se sont distingués bien sûr en Irak, en Afghanistan. Alors cette fois leur objectif en fait il est très clair, c'est sécuriser les bases américaines de la région et intervenir s'il le faut, si la situation dégénère. On les surnomme les All-Americans et puis on les surnomme aussi la pointe de la lance parce que justement, ils frappent fort, ils sont rapides et ils sont capables aussi de s'imposer au sol. Voilà, donc si c'est les troupes au sol, c'est eux, Régis Le Sommier ? C'est eux, ça sera aussi les Marines, ça sera une combinaison de beaucoup de choses. Moi, je parierais plutôt sur des opérations impliquant les forces spéciales aussi, qui sont d'ailleurs déployées dans la région, que ce soit les Navy Seals et ou les commandos Delta, donc les forces spéciales de l'armée de terre, toute la gamme des forces spéciales, ce qu'on appelle le JSOC aux États-Unis, est sur place. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous comptez le nombre de soldats embarqués à la fois dans des navires comme l'USS Tripoli qui vient d'arriver, donc avec un contingent de Marines, et si vous faites l'addition de tout le personnel américain présent dans la région, vous obtenez à peu près 50 000 hommes. 50 000 hommes en comparaison à l'invasion terrestre de l'Irak en 2003, vous aviez en tout, dans toutes les bases américaines de la région, environ 500 000 soldats pour un contingent de 150 000 soldats déployés spécifiquement pour l'invasion de l'Irak. Vous imaginez que l'Iran, c'est 2 fois plus grand que l'Irak, c'est 3 fois plus peuplé. On va pas faire 90 millions d'habitants. 92 millions. Ouais. Et on va pas faire une invasion terrestre avec occupation avec 50 000 soldats. Donc fatalement, ça va être des options qui vont être soit du contrôle ou parce que Trump le dit. Vous savez, avec Trump, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, on arrive à voir des choses qui fuitent sur les intentions parce que de temps en temps, il dit des choses ouvertement. Tout ça, c'est programmé. C'est des choses qui fuitent, mais la fuite est programmée. Écoutez, sur l'île de Karg, en tout cas, il a, parfois il veut la détruire, parce qu'il sait qu'il détruira 80% de l'approvisionnement en pétrole de l'Iran, ou de l'écoulement du pétrole de l'Iran. Donc ça, c'est une donnée importante, parce que ce pétrole, il est essentiellement consommé par la Chine. Ouais. Donc ça veut dire que ça handicapera les Chinois dans cette histoire. Donc Trump jette
jette peut-être son dévolu sur Karg. Il y a aussi l'idée, il y a une petite île qui s'appelle Abu Moussa, qui est au milieu du golfe Persique et qui est plus difficile à atteindre pour l'Iran et qui pourrait être une tête de pont pour d'autres opérations. Il y a la question du nucléaire, très important, les 440 kilos d'uranium. Les Américains imaginent des opérations qui pourraient se faire sur Natanz ou Ispahan, où se trouveraient... avec des bombes qui peuvent forer, en fait. Après, il faut... Ce qu'on a vu dans la guerre des 12 jours. Tout à fait. Mais après, il faut aller récupérer ce matériel, l'embarquer dans des avions. Et vous savez, les opérations des forces spéciales en Iran, il y a eu l'opération Eagle Claw en 1979, qui s'est très mal passée à l'époque de la guerre de la Révolution et des otages, pour essayer de récupérer les otages. Ça a été une catastrophe, donc c'est pas un mauvais souvenir. Au cinéma, d'ailleurs, très bon film. Bien sûr, c'est pas un bon souvenir pour les Américains, ces histoires. On saura peut-être ça ce soir. Voilà. Dora, Mojtaba Khamenei a réagi dernièrement. Oui, il a réagi, exactement. Il a réagi aujourd'hui sur son canal Telegram pour apporter son soutien au Hezbollah libanais. Voilà, soutien indéfectible, évidemment. Et on voit qu'actuellement, il y a quand même pas mal de frappes qui visent donc Israël. On l'a vu tout à l'heure avec Jérôme Rampenou. Exactement, et de différents fronts, parce que ça tire à partir du Liban, de l'Iran, mais aussi du Yémen, où se trouvent les Houthis, qui sont donc alliés des gardiens de la Révolution. Alors jusqu'à maintenant, ils ont tiré, je crois, au total 3 missiles peut-être vers Israël, sans faire trop de dégâts. Mais il faut aussi les surveiller, parce que ils pourraient bloquer un autre passage qui est très important, qui est le détroit de Bab el-Mandeb. C'est très important ce que vous dites sur Mojtaba et ce message spécifiquement on l'a pas à Naïm Kassem, chef du Hezbollah. Ça interroge en tout cas de savoir s'il est vivant, s'il est blessé, si c'est quelqu'un qui parle pour lui. Peu importe, ça veut dire que, peu importe quelque part, ça veut dire que l'intention des Iraniens, c'est spécifiquement, s'il y a négociation, de lier la question libanaise et celle du Hezbollah, donc de la guerre que les Israéliens mènent au Hezbollah en ce moment. C'est-à-dire que s'il peut y avoir une négociation, ils n'abandonneront pas le Hezbollah. Or, Israël a dit que, quel que soit ce qui se passerait en Iran, il continuerait probablement son occupation du Liban Sud. Donc, c'est quand même des messages qui sont très importants à analyser. Mais justement, est-ce que Israël a la capacité en fait de continuer aussi, parce que il y a quand même quelques interrogations autour de l'armée israélienne. Avec, on appelle pas mal de réservistes, donc on sait qu'il y a quand même des faiblesses de ce côté-là, et puis côté munitions aussi. Mais c'est surtout qu'aussi on a besoin d'occuper le Liban, c'est ce qu'a déclaré Israël 4, c'est-à-dire qu'une partie du Liban sera maintenant occupée par précaution. C'était d'ailleurs le sujet d'une réunion hier soir du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que ça inquiète la communauté internationale de savoir si Israël va rester justement dans cette zone tampon qu'elle veut avancer, ou une fois que la guerre terminée, repartir. Alors dans un instant, on marque une pause pour l'instant dans Midi News, et dans un instant on fera un point justement sur les dernières frappes dans la région. Restez bien avec nous sur CNews. Midi News se poursuit dans un instant après les dernières informations, et Margot Siffer. Emmanuel Macron en déplacement au Japon. Nous croyons au droit international et aux valeurs démocratiques, a-t-il déclaré en référence à la guerre en Iran. Il dit prôner un retour au calme, au cessez-le-feu et à la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Et dans le même temps, les routiers à nouveau mobilisés ce matin contre la hausse des prix du carburant. Opération escargot notamment à Toulouse sur le périphérique qui ont créé 7 km de bouchons. Retour à la normale depuis une demi-heure maintenant. Et puis allocution attendue ce soir de Donald Trump qui va s'adresser à la nation. Il a auparavant déclaré que la guerre serait finie d'ici 2 ou 3 semaines et cela peu importe qu'un accord soit ou non conclu. Le détroit d'Ormuz n'est plus son problème, a-t-il ajouté. Merci Margot Siffer. Et pour être parfaitement clair, Emmanuel Macron répond aux critiques de Donald Trump. Paris ne prend pas à la guerre, ne prend pas part à la guerre. Voilà ce que dit. C'est la réponse du berger à la bergère, puisque évidemment, Trump-Macron, Macron-Trump, pour singer le geste du président américain, voilà, c'est toujours des invectives. L'un envers l'autre. Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Gallien, avec Dora Abdelrazik, avec Alexandre Devecchio, Régis Le Sommier. Mathieu Devez nous a rejoint pour faire le point complet sur les frappes. La guerre s'intensifie, des frappes en Israël, opération ciblée à Beyrouth et désormais des chiffres impressionnants sur l'ampleur des bombardements, Mathieu. Exactement, Pierre. 14 blessés ce matin en Israël, dont une fillette de 11 ans, dans un état grave. Les dégâts, regardez en images, on est dans la région de Tel Aviv, à Nebrak. C'est une ville
ville donc touchée par des missiles iraniens. Voyez sur place les secouristes qui s'activent au milieu des gravats. Derrière eux, un immeuble d'habitation éventré. Les façades sont noircies, les fenêtres pulvérisées et des éclats de verre jonchent encore le sol dans cet appartement. Regardez, on a un habitant ultra-orthodoxe qui montre ce qu'il reste de son salon, les murs fissurés, les impacts, regardez avec les éclats de débris sur son mur. Et puis cette scène marquante, un secouriste qui évacue une poussette à l'intérieur de ces bâtiments. Sachez que des familles entières ont été prises au piège au moment de l'explosion et au total, 7 enfants ont été blessés ce matin. Et puis au Liban, cette frappe ciblée à Beyrouth, Mathieu. Exactement, c'est un responsable du Hezbollah qui a été tué dans la nuit. Il est présenté comme le responsable militaire pour l'Irak au sein du mouvement pro-iranien. Alors selon une source sécuritaire, il participait à une réunion donc avec d'autres membres du Hezbollah, donc groupe terroriste selon l'Union européenne, lorsqu'une frappe israélienne a visé leur position. Et derrière ces frappes, regardez, une offensive d'ampleur. Après plus d'un mois de guerre, Israël va publier des chiffres avec un graphique qui va apparaître derrière moi. En rouge, on va avoir les cibles du régime des Mollahs. Là, on a les chiffres. Vous voyez, plus de 10 000 frappes ont déjà été menées, avec 4 000 cibles présentées comme terroristes, pas moins de 16 000 munitions déjà utilisées par Israël. Ça, c'est depuis plus d'un mois. Et 2000 personnes ont été éliminées, des militaires et des commandants du régime iranien, Pierre. Merci beaucoup Mathieu Devez pour ces précisions. Et justement, partons en Israël, rejoindre Jérôme Rampeneau avec Charles Baget. Jérôme, justement, on parlait de Bnei Brak, c'est là où vous vous trouvez et c'est là qu'il y a eu ces dégâts. Oui, effectivement, Mathieu Devez, vous en parlait il y a quelques instants. Nous sommes à Bnei Brak, où un missile, des débris de missiles qui a été intercepté. Vous savez, ces missiles iraniens qui sont interceptés, dans lesquels il y a des sous-munitions qui explosent, est tombé dans cette ruelle. Sur les images de Charles Baget, vous voyez les dégâts qui sont impressionnants de ces débris. Alors, ce bâtiment contenait un abri, un shelter, comme ils disent, juste en dessous. Les gens qui étaient à l'intérieur, qu'on a pu voir il y a quelques minutes, nous ont expliqué qu'ils ont ressenti la secousse, le bruit et la violence dès que ça s'est arrêté. Ils sont sortis pour voir les dégâts. Il y a eu de nombreux blessés ici parce qu'il n'y a pas d'abri pour tout le monde. C'est une ville très pratiquante. C'est une ville où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, assez ancienne. Les bâtiments sont anciens. Malheureusement, il n'y a pas assez d'abri pour tout le monde. Et une jeune fille de 11 ans a été touchée très grièvement. Elle a été transportée à l'hôpital suite à la chute de ces débris, et elle ne se trouvait pas dans l'abri, elle n'avait pas eu le temps, elle était restée dans sa maison, juste en face, dans son lit. Comme vous le voyez, les débris, la puissance du choc a projeté des débris, les vitres sur cette fille de 11 ans qui a été blessée très fortement aux membres. Pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles concernant son état de santé, on sait que c'était très critique. Alors vous voyez, les frappes s'intensifient, rien qu'en une heure et demie ce matin, 9 tirs sur Israël, 4 à 5 alertes, rien que sur Tel Aviv. Merci Jérôme Rampeneau. On voit effectivement des familles derrière vous, des familles juives pratiquantes, et c'est le début de Pessah aujourd'hui, les fêtes de la Pâque juive. Merci beaucoup. Avec Charles Baget, donc à Bnei Brak, on parlait de l'arsenal iranien et de la façon, Régis, dont l'Iran va pouvoir maintenant rayonner de manière puissante, et la façon dont elle peut menacer aujourd'hui non seulement les pays du Golfe, mais on sait qu'il y a également des missiles qui sont à longue portée de 4000 km. Ça veut dire qu'ils peuvent viser à peu près n'importe où? Alors oui, pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que il faut raisonner aujourd'hui. Le potentiel nucléaire, militaire iranien a été quand même très amoindri par l'ensemble de ces frappes. Ça a été détaillé, le nombre de frappes. Il y a aussi les frappes américaines. Depuis le début, depuis le 28 février, l'Iran est constamment l'objet justement de ces frappes israélo-américaines qui ont quand même considérablement amoindri son potentiel. Mais en fait, ce qu'il en reste de ce potentiel, et qui n'est pas à zéro, contrairement à ce que raconte Donald Trump régulièrement en disant nous avons éliminé... Nous avons anéanti.
Bon, tous les jours, et la preuve, quand on voit ces images, que l'Iran est toujours capable de viser. Mais l'Iran, d'abord, a mise sur le fait qu'ils ont saturé, on va dire, les défenses antiaériennes dans un premier temps. Ils ont fait que les Israéliens, les Koweïtiens, les Émiratis ont utilisé beaucoup de munitions, souvent des munitions d'ailleurs extrêmement onéreuses, des systèmes THAAD ou Patriot achetés aux Américains, qui coûtent des millions de dollars pour essayer d'intercepter des drones Shahid iraniens qui coûtent 20 000 dollars. Donc ça a été un vrai problème. Donc il y a de moins en moins de munitions, et ça va être si la guerre se prolonge, ça va être un vrai problème. Mais surtout, l'Iran maintenant est capable, on va dire, d'envoyer d'autres missiles, et parfois des missiles de nouvelle génération, donc plus à même de percer les défenses, et en particulier le dôme au-dessus d'Israël, les 3 couches du dôme qui protège Israël, et de plus en plus de missiles arrivent à faire dans leur cible. Et les Iraniens ont testé cette fois-ci des nouveaux missiles avec des clusters, des munitions, c'est-à-dire des sous-munitions. Ce sont des sortes de bombes de 4-5 kilos comme ça, et qui se dispersent sur une surface et qui font évidemment encore plus de dégâts et de blessés. Et pour revenir à la situation dans laquelle se trouve l'Iran aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas besoin tant de faire de la masse, mais elle a besoin de maintenir cette incertitude en démontrant aussi qu'elle est capable de frapper de nouvelles cibles. La question des Houthis qui rentrent en guerre met directement en péril le détroit de Bab al-Mandab, donc qui ouvre la porte de la mer Rouge. 12% du commerce mondial passe par cette voie navigable, avec, et ne l'oublions pas, des installations aussi de raffineries saoudiennes dans le port de Yanbu, qui est en fait le débouché sur la mer Rouge du pipeline saoudien qui fait 1200 km². Les Saoudiens en ce moment passent énormément de pétrole par ce biais-là, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser Hormuz. Si les Iraniens décident de le détruire, ils peuvent le faire. Donc ils ont une capacité de nuisance aujourd'hui qui est considérable. Ils peuvent activer leur proxy en Irak, ils le font déjà assez régulièrement, mais disons qu'ils ont encore tous ces moyens à leur disposition. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi, qui disait hier, l'Iran est capable de faire la guerre pendant 6 mois. Donc, sous-entendu, on n'est pas prêt, on n'est pas pressé de négocier. On est dans une position où on tient un levier stratégique. Et ce qu'on dit peu, c'est la position des États du Golfe. Parce qu'il y a MBS qui joue un rôle central, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il y a également le prince héritier du Qatar. Et puis, il y a des financements de certaines stratégies, et notamment de financement de l'intelligence artificielle qui est faite en pétrodollars. Et donc ça, évidemment, il y a des intérêts financiers extrêmement complexes et extrêmement sensibles qui rentrent en jeu. Et là où on en parle peu de ça, mais on parle peu de l'hélium liquide. On parle peu de l'hélium liquide, qui est fondamental, par exemple, dans les scanners médicaux. Ce qu'il y a de commun, Régis, avec tout ça, c'est-à-dire au moment où Donald Trump frappe, envoie des troupes au sol, etc., c'est-à-dire au moment où il intensifie l'armée américaine pour arriver à la fin de la guerre, encouragé par le pape Léon, encore on l'a entendu tout à l'heure, c'est également avec le feu vert de tous ces pays qui disent attention, parce que nous, on a un risque évidemment avec l'Iran si vous frappez trop fort. Et dans ce cas-là, tous ces deals financiers qui sont faits avec les États-Unis, et notamment la tech américaine, ça tombe. Alors, vous avez des pays comme les Émirats arabes unis qui, eux, sont partisans de s'engager plus en avant aux côtés des Américains et des Israéliens. Tout le monde n'est pas d'accord. Le Qatar est totalement sur la réserve, partageant en plus le plus grand gisement de gaz mondial avec l'Iran. Ils sont extrêmement proches, donc ils sont directement potentiellement ciblés. L'Iran, en frappe de riposte à une frappe israélienne sur ses installations gazières, a détruit 17% de la capacité de production de gaz du Qatar. Il peut détruire la totalité.
Et c'est l'économie de ces pays et même leur existence qui est en jeu. C'est là qu'on voit que la France est à côté, je ne vais pas dire hors sol, mais à côté dans toutes ces négociations. On va écouter tour à tour Donald Trump et Emmanuel Macron. Je vous rappelle que Emmanuel Macron a répondu à Donald Trump que la France ne prenait pas part à la guerre. Mais écoutons d'abord Donald Trump sur ce conflit. Nous mettrons fin à la guerre dans 2-3 semaines. Nous allons partir, il n'y a pas de raison de rester. Le problème avec le détroit, c'est que moi, je peux prendre une mine, la jeter dans l'eau et dire « voilà, ce n'est pas sécurisé ». Ou vous pouvez prendre une arme et tirer sur les navires, lancer des petits missiles. Mais ce sera plutôt pour la France ou n'importe qui d'autre. Je pense que lorsque nous partirons, ça ira mieux. J'ai entendu dire que beaucoup de navires passaient aujourd'hui. Et nous sommes en train de négocier avec eux actuellement. Voilà. Et quant à Emmanuel Macron, qui était au Japon, il a répondu à Donald Trump. Nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. C'est le fait aussi que depuis février 2022, avec constance, le Japon se tient aux côtés des Européens pour rappeler l'importance d'une paix juste et durable et le respect du droit international. Moi, à part me dire que nous sommes dans la Semaine Sainte et que Emmanuel Macron prie très fort la Vierge Marie pour que les choses se passent mieux, je ne vois pas d'autres explications, Alexandre Devecchio. On est quand même... C'est deux salles, deux ambiances. Non, mais c'est deux stratégies. Bon, on a un président qui est aux manettes, c'est Donald Trump, qui veut avoir un bilan, laisser sa trace dans l'histoire, agir vite parce qu'il a des midterms, et puis il y en a un président qui est au chômage technique, disons-le. C'est joliment dit. Ouais. Comme ça. Comme il peut plus se représenter en 2027. Qui peut plus se représenter, qui cherche à exister, qui a peut-être des ambitions pour après 2027 européenne. Donc il cherche à se positionner en leader d'une Europe qui résisterait à Donald Trump, à l'impérialisme américain, avec des valeurs proprement européennes qui seraient celles du droit international. Donc c'est un positionnement tactique à la fois pour exister et pour préparer sa carrière politique. Ensuite, après on peut analyser sur le fond. C'est bien gentil le droit international. Moi, tout le monde est pour, mais c'est quand même être pour la paix et contre la guerre d'une certaine manière. C'est presque un pléonasme. Et ce qu'on voit exactement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on est dans le retour des empires, du rapport de force en politique, et que le droit international ne compte plus vraiment. Et d'ailleurs, ce que dit Donald Trump aussi sur le fond, c'est le détroit d'Ormuz. Si vous voulez ne pas collaborer avec nous, ça vous regarde, mais du coup, débrouillez-vous. Parce que moi, j'ai du pétrole, et donc, c'est pour, quand il dit ce sera pour quelqu'un d'autre, ce sera pour la France. Pour poursuivre la métaphore de la Semaine Sainte, c'est un peu Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Le détroit d'Ormuz. J'osais pas le dire. Jean-Christophe Gallien. Moi, je crois que les 2 semaines ou 3 semaines, rappelons-nous qu'il y avait une visite qui était prévue hier et aujourd'hui à Pékin, historique. Ça fait 10 ans qu'un président américain n'est pas allé en Chine, que cette visite est l'enjeu de la prochaine étape, c'est-à-dire celui qui d'ailleurs, à mon avis, milite très largement pour ce qui est en train de se passer dans la zone intermédiaire. Oui. Cette zone il y a Taïwan aussi. Hein. Voilà, il est toujours dans l'équation. Contrôler ce hub qui n'est pas qu'un hub aérien, de fret, ainsi de ce hub énergétique, qui a pris une position importante, vous l'avez dit, sur l'enjeu des techs, sur l'enjeu... Voilà, ce hub-là est un espace qui permet ensuite d'aller discuter plus durement avec le compétiteur central, c'est-à-dire la Chine. Et je crois qu'on a hier soir eu un peu cette déclaration, c'est-à-dire en gros, on a fait notre travail. Notre travail, c'est de ramener l'Iran au Moyen-Âge. En gros, je fais simple, ils n'ont plus rien, ils vont mettre des années à revenir. Ce qui intéresse, soyons clairs aussi, d'ailleurs, les régimes arabes qui vivent autour. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas forcément un changement de régime, mais par contre, un Iran très affaibli, une Perse très affaiblie, ça leur va. Ça leur va très fortement. Des chiites très affaiblis, ça leur va. Donc ça, c'est clair. Malgré tout, malgré cet arsenal de contre-attaque, de résistance qui a été décrit tout à l'heure, le pays est très affaibli aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous avez quelque chose qui, pour le coup, se décorrèle de ce dont vous parliez tout à l'heure. Israël est dans une autre situation parce que son enjeu à lui est très régional, il n'est pas global. Donc vous avez effectivement des Européens qui, eux, sont piégés aujourd'hui. Emmanuel Macron le déclare sans le vouloir,
dans une espèce d'espace qui fait que soit ils se relient aux Américains parce qu'ils en ont toujours besoin, soit ils vont vers les Chinois, mais là c'est la fin commerciale et ainsi de suite. Donc ils sont aujourd'hui en train de trouver une vassalisation d'un côté ou de l'autre, mais il ne leur reste pas grand-chose. Donc c'est un enjeu qui aujourd'hui relâche du régional. Évidemment, l'Iran est très puissant encore aujourd'hui, mais jusqu'à un certain point, et du global où la vraie bataille se situe entre les Américains et les Chinois. Alors on nous annonce une conférence de Donald Trump dans la nuit, en fait, hein, c'est ça, c'est dans la nuit ce soir, hein, je crois. Enfin, dans la nuit ou ce soir, enfin, ça dépend à quelle heure vous vous couchez. Hein. Maintenant, il y a l'heure d'été, donc vous pouvez veiller un peu plus tard. Keir Starmer, de son côté, organise une réunion pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour le détroit d'Ormuz, puisqu'il reste l'épicentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dora, que le Premier ministre britannique écoute, j'allais dire à la voix de son maître, mais on sait les liens qu'il y a entre Washington et le Royaume-Uni. Est-ce qu'il se dit que finalement, là où Donald Trump disait allez chercher votre pétrole vous-même, allez chercher votre carburant, finalement il s'est dit d'accord, et puis finalement on doit s'organiser avec les pays européens? En tout cas, c'est ce qui semble s'annoncer. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les pays européens n'ont pas été impliqués du tout dans cette libération du détroit d'Ormuz. Et on l'a vu encore avec les déclarations de Donald Trump, qui peut-être, en fait, je me pose la question si il ne va pas se dire finalement, je pars de cette guerre. Justement, je laisse les Européens se débrouiller un petit peu du détroit d'Ormuz. Ça peut être aussi un prétexte pour lui, justement, de partir, finalement, de cette guerre. Il y a aussi une chose qu'il faut voir sur ce fameux détroit d'Ormuz, c'est qu'actuellement, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé aux navires chinois et iraniens qui continuent à exporter plus de pétrole qu'avant la guerre. Donc ça, c'est important, et Donald Trump le sait parfaitement, mais il sait aussi que le flot du pétrole international doit continuer à s'acheminer, sinon on va vers une crise encore plus grave. Donc là, il y a des décisions qui vont être prises, mais il y a une décision fondamentale, c'est que est-ce que Donald Trump va accepter, s'il se désengage et s'il décide de dire bon, ça y est, voilà, on a atteint nos objectifs, on part, de laisser le détroit d'Ormuz aux mains des gardiens de la révolution iraniens qui ont actuellement fait un péage. Sur ce péage, ils prélèvent 2 millions de dollars par cargaison. Alors, vous me direz, quand vous avez un pétrolier de 100 000 tonnes, 2 millions finalement, ok, il peut les payer, et ça a été mis en place. Si ça continue, ça voudra dire que l'Iran, on évalue à peu près entre 50 à 80 milliards de taxes par an. C'est plus que le budget de l'État iranien. Donc cette manne financière pourrait contribuer pour l'Iran à se refaire financièrement, à résoudre ses problèmes économiques, parce que la révolte qui a eu lieu en janvier, c'était la révolte des ventres vides. C'est l'économie, c'est les pressions et les sanctions sur l'Iran qui ont fait qu'au départ, il y a eu une révolte de la population qui s'est dit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'asphyxie, l'Iran est asphyxié. Moi je dis que alors, c'est une grande partie de la raison, comme à chaque fois, comme très souvent dans les mouvements de rue iraniens, mais c'est aussi quand même, il faut le dire, mais il y a une protestation contre le régime, un engagement avec le régime qui est très, très, très clair. Par contre, ce qui est important dans ce qui a été dit, c'est que au-delà même de cet aspect économique qui renforcerait la position iranienne en termes de budget et qui permettrait de reconstruire, c'est l'idée qu'une personne sera dupe. S'il s'en va avant d'avoir un coup d'éclat, l'île de Karg, une île dans le détroit d'Ormuz, n'importe quoi, l'uranium enrichi, à vendre à chez lui pour les enjeux qui sont, rappelons-nous, pour chacun, dans Starmer y compris, Meloni y compris, des enjeux nationaux. On a des élections, des rendez-vous électoraux importants qui sont là-dessus. Ce qui se passe, c'est que la position de la Chine, à ce moment-là, qui travaille en coulisses avec le Pakistan, avec les États du Golfe, dans cette zone-là, sera renforcée. Vous avez eu un partenaire qui devait vous sécuriser, qui n'a pas pu vous sécuriser ou suffisamment vous sécuriser. Vous devez aujourd'hui diversifier vos alliances, notamment technologiques. C'est déjà en cours. Ça serait un repli américain, pour le coup, va à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Merci Jean-Christophe Gallien, merci Dora Abdelrazik, Alexandre Devecchio, Régis Le Sommet, merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Axel Thomas, Anaïs Bernamonti, Nicolas Bayet, Ludovic Lénard, Louis Vauvre, Gérald Ventura, Thibaut Palfroy et Grégory. Très bonne journée. Voilà, Nelly Denac qui arrive dans un instant pour 120 minutes info sur CNews.